Quand j'étais enceinte de 7 mois, mes parents m'ont mise à la porte, disant que j'étais un fardeau. Quelques jours plus tard, ma mère m'a invité à une fête prénatale dans un restaurant, affirmant « Nous voulons arranger les choses ». Quand je suis arrivé, impatiente de me réconcilier, la fête était déjà terminée, les tables étaient pleines d'assiettes vides et les décorations étaient en train d'être retirées. Soudain, elle m'a crié « Paye l'addition de 6,8 cents immédiatement ». Confuse, j'ai répondu « Quoi ? Je viens juste d'arriver ». Ma sœur a ricané, considère ça comme le remboursement de toutes ces années. J'ai refusé, expliquant que je n'avais même pas assisté à la fête. Alors, elle m'a frappé violemment à la tête avec un lourd panneau de menu en bois. Je me suis effondré sur le sol du restaurant, souffrante, tandis que ma famille restait debout au-dessus de moi, exigeant de l'argent. Mais mon mari est entré, m'ayant suivi, et il a révélé un secret choquant, un secret qui a fait trembler ma mère de peur. Je dois écrire ceci avant que l'avocat ne me dise que c'est une mauvaise idée. Mes mains tremblent encore, et le bébé continue de donner des coups de pied comme si elle savait ce qui s'était passé. Le bandage sur ma tête me démange, mais le médecin a dit de ne pas y toucher avant une semaine. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai cru que ma famille serait heureuse. Jason et moi étions mariés depuis 2 ans, et nous essayions d'avoir un enfant depuis un moment. Mes parents parlaient toujours de petits-enfants, demandant sans cesse quand nous allions leur en donner un. Charlotte avait déjà Sophie et Dylan, donc la pression me retombait dessus pour ajouter un membre à l'arbre généalogique. J'ai appelé ma mère en premier. Sa voix est devenue froide dès que j'ai prononcé les mots. « Tu es enceinte ?» a demandé Hélène, comme si j'avais annoncé une maladie en phase terminale. « Oui. Jason et moi sommes tellement excités. Nous voulions que tu sois la première à le savoir. » Le silence s'est étiré entre nous. J'ai entendu sa respiration changer. « Nous devons parler. Viens à la maison demain. » Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Jason a vu mon visage et m'a prise dans ses bras, mais je sentais que quelque chose de sombre approchait. Je ne savais juste pas à quel point ce serait sombre. Le lendemain, j'ai conduit jusqu'à la maison de mon enfance à Willow Creek, une petite ville du Colorado, à environ 40 minutes de l'endroit où Jason et moi vivions à Denver. L'allée ressemblait à d'habitude, la camionnette de mon père était garée de travers, et la mini-fourgonnette de Charlotte bloquait le garage. Je suis entré sans frapper, comme je l'avais toujours fait. Ils m'attendaient dans le salon. Tous. Hélène était assise dans son fauteuil habituel, la reine tenant sa cour. Marcus se tenait derrière elle, les bras croisés. Charlotte était perchée sur le canapé avec Eric, son mari, qui semblait mal à l'aise à côté d'elle. Les enfants n'étaient pas là. Dieu merci. Assieds-toi, a dit Hélène. Je me suis assise sur le pouf, l'estomac déjà noué. Bien, a commencé ma mère, joignant les mains sur ses genoux, à propos de ta situation. Ma grossesse n'est pas une situation. C'est un bébé. Charlotte a reniflé. Toujours aussi dramatique. Je l'ai ignoré. Nous n'avions jamais été proches. Elle était l'enfant en or, celle qui faisait tout bien, mariée jeune à un homme riche, ayant produit 2 petits-enfants parfaits. J'étais celle qui était allée à l'université hors de l'État, qui s'était mariée par amour plutôt que par statut social, qui travaillait dans le marketing au lieu de rester à la maison. Vous n'avez pas les moyens d'avoir un enfant, a poursuivi Hélène. Jason gagne quoi, 50,000 $ par an, et tu gagnes à peine plus. Comment comptez-vous élever un bébé avec ça? J'ai senti mon visage chauffer. Nous avons économisé. Nous avons un plan. Un plan, a répété Marcus, sa voix pleine de mépris. Ta sœur a eu besoin d'aide pour Sophie et Dylan. Une vraie aide. Nous lui avons donné 20,000 $ à la naissance de chaque enfant. Penses-tu que nous pouvons faire ça pour toi? Je n'ai jamais demandé d'argent. Mais tu en auras besoin, a dit Charlotte, examinant ses ongles. Les bébés coûtent cher. La garderie à elle seule engloutira ton salaire. À moins que tu n'attendes de maman et papa qu'ils fassent du babysitting gratuitement. J'ai regardé ma mère. Son visage était de marbre. Nous avons décidé, a dit Hélène lentement, qu'il serait préférable que tu mettes fin à la grossesse. La pièce a vacillé. J'ai agrippé le pouf pour me stabiliser. Pardon? Tu l'as entendu, a dit Charlotte. Avorte. C'est simple. Ensuite, tu pourras te concentrer sur ta carrière, économiser de l'argent réel,
peut-être réessayer dans quelques années, quand tu seras plus stable. Je ne vais pas avorter. Ce bébé est désiré. Jason et moi voulons cet enfant. La mâchoire d'Hélène s'est contractée. Alors tu te débrouilles toute seule. Nous ne soutiendrons pas cette erreur. Je me suis levé, les jambes tremblantes. C'est votre petit enfant. C'est un fardeau, a dit Marcus sans émotion. Un fardeau auquel tu n'es pas préparé. Nous t'avons mieux élevé que cela. Nous t'avons tout donné, et c'est comme ça que tu nous remercies? En prenant des décisions stupides? Je pleurais à présent. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi me détestez-vous autant? Charlotte s'est levée et s'est approchée, se mettant juste devant moi. Tu veux savoir? Très bien. Tu étais le bébé accident. Celle qui a ruiné la carrière de maman. Elle a dû quitter son emploi à la banque à cause de toi. Elle était en lice pour la vice-présidence. Le savais-tu? Mais elle est tombée enceinte, et papa a insisté pour qu'elle reste à la maison. Elle ne te l'a jamais pardonné. J'ai regardé Hélène. Elle n'a pas nié. Elle m'a juste fixé avec ses yeux gris et froids. Sors, a dit ma mère doucement. Sors de cette maison et ne reviens pas tant que tu n'auras pas fait le bon choix. Maman, s'il te plaît. Sors. J'ai titubé jusqu'à ma voiture, sanglotant si fort que je pouvais à peine voir. J'ai appelé Jason depuis l'allée. J'arrivais à peine à articuler les mots. Il m'a dit de rentrer à la maison, que tout irait bien, mais je savais que plus jamais rien n'irait bien. Les 2 semaines suivantes ont été un enfer. J'ai essayé d'appeler ma mère 3 fois. Chaque fois, elle a raccroché dès qu'elle a entendu ma voix. J'ai envoyé un SMS à Charlotte, la suppliant de leur parler. Elle a répondu par un seul mot, non. Jason me tenait pendant que je pleurais la nuit. Nous avions regardé des berceaux en ligne, peint la chambre de bébé d'un jaune doux. Maintenant, chaque article de bébé était un rappel du rejet de ma famille. Les parents de Jason vivaient dans l'Oregon, trop loin pour aider beaucoup, mais sa mère appelait 2 fois par semaine pour prendre de nos nouvelles, et envoyait des colis pleins de vêtements de bébé et d'encouragement. Le travail est devenu mon sanctuaire, ou ma prison. Ma collègue Jennifer a remarqué que quelque chose n'allait pas lors d'une réunion du lundi matin. J'avais fixé l'écran de mon ordinateur portable pendant 10 minutes sans taper un seul mot. « Et, ça va ?» a-t-elle demandé doucement, rapprochant sa chaise de mon bureau. J'ai voulu mentir et dire que j'allais bien, mais mon visage a dû me trahir. Les larmes sont venues avant que je puisse les arrêter. Jennifer m'a conduite dans une salle de conférence vide et a fermé la porte. Je lui ai tout raconté, l'annonce de la grossesse, la réaction de ma famille, l'exigence d'Hélène d'y mettre fin, la lettre froide rompant les liens. Elle a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. C'est de l'abus, a-t-elle finalement dit. Ce qu'ils te font est de l'abus émotionnel. Entendre quelqu'un d'autre le nommer a fait craquer quelque chose en moi. J'avais cherché des excuses pour eux dans ma tête, essayant de comprendre leur perspective, me demandant si j'étais peut-être vraiment irresponsable. Mais les mots de Jennifer ont dissipé ce brouillard. Ma femme et moi avons vécu quelque chose de similaire quand nous nous sommes mariés, a poursuivi Jennifer. Ses parents l'ont reniée parce qu'elle était gay. Ils ne lui ont pas parlé pendant 3 ans. Ça l'a presque détruite. Elle a marqué une pause. Mais voici ce que j'ai appris, les gens qui t'aiment vraiment ne transforment pas cet amour en arme. Ils ne le rendent pas conditionnel. J'ai essuyé mes yeux avec le mouchoir qu'elle m'avait tendu. Je n'arrête pas de penser qu'ils vont changer d'avis, qu'ils vont se réveiller et réaliser à quel point ils sont cruels. Peut-être qu'ils le feront, mais tu ne peux pas mettre ta vie en pause en attendant cela. Tu dois te protéger, toi et ton bébé, d'abord. Jennifer m'a aidé à rédiger un courriel à notre superviseur, expliquant que je devais travailler de la maison plus souvent en raison de complications liées à ma grossesse. Il n'avait pas besoin de savoir que les complications étaient émotionnelles plutôt que physiques. Mon patron a heureusement été compréhensif et a approuvé la demande immédiatement. Travailler de la maison aurait dû être un soulagement, mais cela me laissait trop seul avec mes pensées. L'appartement me semblait plus petit chaque jour. Je passais devant la chambre de bébé et voyais les murs à moitié peints, le berceau non assemblé toujours dans sa boîte, les paquets de couches non ouverts empilés dans le coin. Chaque article représentait l'espoir que j'avais eu avant cette réunion dans le salon de mes parents. Jason a suggéré que nous finissions la chambre ensemble un samedi. Nous avons mis de la musique,
de vieilles chansons du début de notre relation, et il est monté à l'échelle pour peindre les parties supérieures des murs pendant que je faisais les sections inférieures. Son chant horrible m'a fait rire pour la première fois depuis des jours. Ce gamin va avoir la meilleure chambre, a-t-il dit, inspectant notre travail. Mieux que tout ce que j'ai eu en grandissant. Tu as grandi dans une belle maison. J'ai grandi dans une maison pleine d'amour, a-t-il corrigé. C'est ce qui la rendait agréable. Les meubles venaient de friperie et le tapis avait 20 ans, mais mes parents faisaient en sorte que cela ressemble à un château. Il est descendu et m'a entouré de ses bras par derrière, ses mains reposant sur mon ventre. C'est ce que nous allons donner à Emma. Pas des choses chères, juste de l'amour, de la sécurité, et la certitude que nous serons toujours de son côté. Je me suis appuyé contre lui, sentant le bébé donner un coup de pied contre ses paumes. Comment sais-tu toujours quoi dire? Je ne sais pas. Je te connais juste, et je sais que nous allons nous en sortir. Mais nous allons nous en sortir, me semblait lointain quand ma tante Paula a appelé 3 jours plus tard. Paula était la sœur cadette de ma mère, celle qui avait déménagé en Arizona 20 ans plus tôt, et qui ne venait que pour Noël. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. Sa voix au téléphone semblait tendue. Fais attention. Ta mère m'a raconté ce qui s'est passé, a-t-elle commencé. Mon estomac s'est serré. Bien sûr, Hélène l'avait appelée, probablement pour me dépeindre comme la méchante dans la version des événements qu'elle avait construite. Elle a dit, tu es enceinte et tu es têtue à ce sujet. Têtue? Le mot avait un goût amer. C'est comme ça qu'elle a appelé ça? Paula a soupiré. C'est ma sœur et je l'aime, mais je n'ai pas appelé pour prendre son parti. J'ai appelé parce que je me souviens de ce qu'elle était après t'avoir eu. Je me suis assise lentement sur le canapé. Que veux-tu dire? Hélène était différente avant ta naissance. Ambitieuse, motivée, enthousiaste à propos de sa carrière. Elle était vraiment en lice pour ce poste de vice-présidente à la banque. Mais quand elle est tombée enceinte de toi, tout a changé. Ton père était démodé, il pensait que les mères devaient rester à la maison. Ils y pensaient constamment. C'était nouveau pour moi. Mes parents avaient toujours présenté un front uni, du moins en public. Elle a quitté la banque quand tu avais 3 mois, a poursuivi Paula. Je lui ai rendu visite une semaine plus tard, et c'était une personne différente. Amère, pleine de ressentiment. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression que sa vie était finie, qu'elle avait échangé tout ce pourquoi elle avait travaillé pour changer des couches et essuyer des régurgitations. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que j'ai besoin que tu comprennes que ce qu'elle te fait n'est pas lié à toi. Ça ne l'a jamais été. Elle projette ses propres regrets sur ta situation. Elle te voit faire le même choix qu'elle a fait, et cela déclenche quelque chose de sombre en elle. Paula a marqué une pause. Cela n'excuse pas son comportement. Rien n'excuse ce qu'elle t'a dit, mais peut-être que ça aide de savoir que tu n'as pas causé cela. Sa douleur est ancienne, et elle n'a rien à voir avec qui tu es, ou quel genre de mère tu seras. Je pleurais à nouveau, silencieusement cette fois. T'a-t-elle demandé de m'appeler? Mon Dieu, non. Elle serait furieuse si elle savait. J'appelle parce que Charlotte a posté quelque chose sur Facebook hier, un statut vague sur des membres de la famille qui profitent et refusent d'être responsables. J'ai supposé que c'était à ton sujet, et je ne pouvais plus rester silencieuse. Charlotte m'a bloqué de partout. Je sais. C'est pour ça que j'appelle. Écoute, je ne vais pas prétendre que je peux arranger ça, ou que j'ai une solution magique, mais je veux que tu saches que tout le monde dans cette famille ne pense pas que tu as tort. Tu vas être une mère formidable. Ne laisse pas le passé blessé d'Hélène te convaincre du contraire. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps avec les mots de Paula. Comprendre les motivations d'Hélène n'atténuait pas la douleur. Mais cela rendait la cruauté moins personnelle, d'une certaine manière. Elle ne me rejetait pas. Elle rejetait ses propres choix passés, les sacrifices qu'elle avait faits et dont je lui rappelais l'existence. Jason est rentré à la maison et m'a trouvé toujours sur le canapé, fixant le vide. Mauvaise journée, a-t-il demandé, posant sa mallette. Journée éclairante. Je lui ai parlé de l'appel de Paula, de l'histoire cachée d'Hélène. Jason a écouté, puis a secoué la tête. Cela explique son comportement, mais cela ne le justifie pas. Beaucoup de gens ont des regrets et ne s'en prennent pas à leurs enfants. Je sais. J'ai juste l'impression de la comprendre un peu mieux maintenant. Comme si peut-être il y avait un chemin de retour vers une sorte de relation, éventuellement.
Peut-être, a dit Jason, mais son ton suggérait qu'il en doutait. Ou peut-être que tu es mieux sans des gens qui ne peuvent pas voir au-delà de leur propre douleur, assez longtemps pour t'aimer correctement. Le 5e mois de grossesse a apporté de nouveaux défis. Les nausées matinales avaient pratiquement disparu, mais j'ai développé un diabète gestationnel et j'ai dû complètement changer mon régime alimentaire. Les rendez-vous chez l'endocrinologue, les tests de glycémie, la planification minutieuse des repas, tout cela me semblait accablant. C'était exactement le genre de situation où j'aurais appelé ma mère auparavant, demandé conseil, peut-être pleurer un peu au téléphone pendant qu'elle me rassurait que tout s'arrangerait. Au lieu de cela, j'ai appelé Catherine, la mère de Jason. Elle a répondu à la 2e sonnerie, sa voix chaleureuse et inquiète lorsque j'ai expliqué ce qui se passait. « Oh, chérie, j'ai eu ça avec le frère aîné de Jason. C'est gérable, je te le promets. Laisse-moi t'envoyer par courriel quelques recettes qui m'ont aidé. Et n'aie pas peur du lecteur de glycémie. Pense à ça comme de l'information, pas comme un jugement. » Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle a partagé des histoires sur sa propre grossesse difficile, sur la fois où elle a cru mourir, mais ce n'était que de graves brûlures d'estomac, sur la façon dont Tom avait failli s'évanouir en salle d'accouchement. À la fin de l'appel, je me sentais plus légère. « Merci, ai-je dit. J'aimerais que vous viviez plus près. Nous pensons venir le mois prochain, si ça te dit. Tom veut aider Jason à installer le siège auto. Il regarde des vidéos YouTube à ce sujet depuis des semaines. » J'ai ri, imaginant mon beau-père, doux, étudiant l'installation du siège auto avec la même intensité qu'il mettait probablement dans son travail de comptabilité. Nous adorerions. Après que la visite de Catherine ait été planifiée, j'ai senti quelque chose changer. Peut-être que la famille de sang n'était pas tout. Peut-être que la famille choisit les gens qui se manifestaient, qui se souciaient, qui aidaient sans compter les points comptés davantage. Le 6e mois est arrivé avec de fausses douleurs de travail qui nous ont envoyés à l'hôpital à 2 heures du matin. Le médecin m'a examiné, a déclaré que tout allait bien et nous a renvoyés à la maison avec des instructions de nous reposer. Jason a pris un jour de maladie et est resté à la maison avec moi, préparant le petit déjeuner et me forçant à regarder des comédies jusqu'à ce que j'arrête d'avoir peur. Emma s'entraîne juste, a-t-il dit, sa main sur mon ventre, elle se prépare pour sa grande entrée. Elle tient de son père alors. Toujours préparée. Elle tient de nous deux. Ton entêtement et mon anxiété. Une excellente combinaison. La meilleure combinaison. Ces moments de calme sont devenus précieux. J'en prenais des clichés mentaux, les stockant pour plus tard. Jason lisant des livres sur la grossesse avec un surligneur, marquant les passages importants. La façon dont il parlait à mon ventre quand il me croyait endormi, racontant à Emma sa journée, lui promettant qu'il la protégerait toujours. La chambre de bébé se mettait lentement en place, le berceau enfin assemblé, de minuscules vêtements lavés et pliés dans les tiroirs. Mes parents avaient choisi de rater tout cela. Charlotte aussi. Leur absence était une présence, un fantôme qui hantait les moments heureux, me murmurant que peut-être je ne méritais pas cette joie. J'en étais à 7 mois lorsque l'avis d'expulsion est arrivé. Nous n'étions pas expulsés de notre appartement. Nous étions expulsés de la vie de mes parents complètement. La lettre est arrivée par courriel, envoyée depuis le compte de mon père. Elle était formelle, froide, rédigée comme un document commercial, en raison de votre mépris continu pour nos conseils, et de votre insistance à poursuivre une grossesse non planifiée malgré votre instabilité financière, nous rompons officiellement tous les liens familiaux. Ne nous contactez plus. Vous n'êtes plus la bienvenue dans notre maison, ni dans nos vies. Vous vous êtes avéré être un fardeau que nous ne pouvons plus porter. J'ai vomi après l'avoir lu. Jason m'a trouvé sur le sol de la salle de bain. Ils ne peuvent pas faire ça, n'arrêtait-il pas de dire. Ils ne peuvent pas simplement t'abandonner. Mais ils le pouvaient. Ils l'ont fait. Je suis resté au lit pendant 2 jours après cette courriel. J'ai pris un jour de maladie. Je ne pouvais pas manger. Je pouvais à peine dormir. Jason m'apportait de l'eau et des biscuits, s'asseyait à côté de moi sans exiger que j'en parle. Le 3e jour, je me suis finalement levé et j'ai pris une douche. Je me suis regardé dans le miroir. Enceinte de 7 mois. Des cernes sous les yeux. Les cheveux en désordre. Tu es toujours là, ai-je dit à mon reflet. Tu es toujours debout. Jennifer est venue me voir quand je suis retourné au travail, apportant du café et un muffin à mon bureau. Tu as l'air épuisé. Ils l'ont officialisé.
Ils ont envoyé une lettre formelle me coupant les ponts. Elle a grimacé. C'est barbare. Qui fait ça? Je lui ai montré le courriel sur mon téléphone. Elle l'a lu 2 fois, son expression s'assombrissant à chaque mot. C'est une preuve, a-t-elle finalement dit. Si jamais tu as besoin de prouver ce qu'ils t'ont fait, cette courriel le prouve. Leurs propres mots les condamnent. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Je l'avais seulement vu comme une autre blessure, un autre rejet. Mais Jennifer avait raison. C'était une documentation de leur cruauté, indéniable, et par écrit. Sauvegarde-le, a-t-elle conseillé. Imprime-le. Garde-le en lieu sûr. On ne sait jamais quand tu pourrais avoir besoin de preuves. J'ai suivi son conseil, imprimant 3 copies. Une étalée dans un dossier à la maison, une dans le tiroir de mon bureau au travail, et une que j'ai envoyée à Catherine et Tom avec une note expliquant ce qui s'était passé. Catherine a appelé immédiatement, pleurant des larmes de colère. Comment ose-t-il, a-t-elle dit à travers sa fureur. Comment ose-t-il te traiter ainsi? Tu es leur fille. Tu portes leur petit enfant. Ils ne le voient pas de cette façon. Alors ce sont des idiots. Des idiots cruels et égoïstes. Elle a pris une inspiration tremblante. Tom et moi en avons parlé. Nous voulons être là quand Emma naîtra. Nous voulons être les grands-parents qu'elle mérite. Si cela signifie déménager plus près de toi et de Jason, nous le ferons. Vous ne pouvez pas déménager à travers le pays parce que mes parents sont terribles. Nous ne déménageons pas parce qu'ils sont terribles. Nous déménageons parce que toi, Jason et Emma, vous êtes notre famille, et les familles se soutiennent mutuellement. Tom regarde déjà les cabinets comptables à Denver. Il peut être transféré au sein de son entreprise. Le geste m'a submergé. Je savais que les parents de Jason étaient des gens gentils, mais ce niveau de sacrifice pour quelqu'un qui n'était que leur belle-fille me semblait presque incompréhensible après des mois de froideur de ma propre famille. Merci, ai-je réussi à dire. Cela signifie tout. Après cet appel, quelque chose s'est endurci en moi. J'avais passé des semaines à pleurer la famille que j'avais perdue, à faire le deuil de la relation que j'avais cru avoir. Mais peut-être que j'avais pleuré un fantasme. Peut-être que la famille aimante et solidaire que j'avais imaginée n'avait jamais vraiment existé. Peut-être que j'avais vu ce que je voulais voir, ignorant les petites cruautés, le favoritisme occasionnel envers Charlotte, la façon dont l'amour d'Hélène avait toujours semblé conditionnel. J'ai commencé une thérapie la semaine suivante. La docteure Rachel Winters se spécialisait dans les traumatismes familiaux et le stress lié à la grossesse. Son bureau avait un éclairage doux et des chaises confortables, des plantes dans chaque coin, des œuvres d'art sur les murs qui semblaient apaisantes plutôt que génériques. « Dites-moi pourquoi vous êtes ici » a-t-elle dit lors de notre première séance. Je lui ai tout raconté, Charlotte étant l'enfant en or, l'exigence d'interruption, la lettre de rupture. Elle a écouté sans jugement, prenant des notes occasionnelles, son visage aimable. « Que attendez-vous de la thérapie » a-t-elle demandé quand j'ai terminé. Je veux arrêter de sentir que c'est ma faute. Comme si j'avais juste été une meilleure fille, il m'aurait assez aimé pour accepter mon bébé. Croyez-vous intellectuellement que c'est votre faute? J'y ai réfléchi. Non, je sais logiquement que je n'ai rien fait de mal, mais émotionnellement, je continue de chercher le moment où j'ai tout gâché. La chose que j'ai dite ou faite qui les a fait me haïr? C'est un traumatisme, a dit doucement la docteure Winters. Le traumatisme nous pousse à nous blâmer parce que l'autoculpabilisation semble plus sûre que d'accepter que les gens que nous aimons peuvent être cruels sans raison. Si c'est notre faute, nous pouvons le réparer. Si c'est leur choix, nous sommes impuissants. Les séances sont devenues une bouée de sauvetage. Chaque semaine, je m'asseyais dans cette chaise confortable et déballais une autre partie de mon enfance, l'examinant sous la direction patiente de la docteure Winters. La fois où Hélène a oublié mon 10e anniversaire parce que Charlotte avait un récital de piano. Le Noël où Marcus a donné une voiture à Charlotte, m'a donné une carte cadeau pour Target. Les comparaisons constantes, les messages subtils selon lesquels je n'étais jamais tout à fait suffisante. Votre grossesse n'a pas créé ces problèmes, a expliqué la docteure Winters lors de notre 4e séance. Elle les a juste forcés à la lumière où vous ne pouviez plus les ignorer. Jason est venu à une de mes séances. La docteure Winters voulait le rencontrer pour comprendre notre dynamique, pour s'assurer qu'il était vraiment solidaire et n'encourageait aucun schéma toxique. Il a réussi haut la main. Vous êtes bon pour elle, lui a dit la docteure Winters.
Vous apportez de la stabilité sans exiger qu'elle se produise pour votre amour. C'est juste de la décence humaine de base, a dit Jason. Vous seriez surprise de voir à quel point c'est rare. Le 7e mois a apporté un inconfort physique qui a distrait de la douleur émotionnelle. Mon dos me faisait constamment mal. Dormir est devenu impossible. Je ne trouvais pas de position qui ne me fasse pas souffrir de quelque chose. Emma semblait déterminée à pratiquer le kickboxing sur mes côtes à 3 heures du matin. Jason a acheté un oreiller de grossesse, une énorme chose en forme de U qui prenait la moitié du lit. Cela a aidé marginalement. Il se réveillait avec moi pendant les pires nuits, me frottant le dos, apportant de l'eau, parlant à Emma à travers mon ventre. Et gamine, ta mère a besoin de dormir. Que dirais-tu de faire une pause dans ta routine de gymnastique? Emma donnait un coup de pied plus fort, comme si elle se moquait de lui. Elle est têtue, ai-je dit une nuit. Comme sa mère. Comme ses 2 parents. J'ai souri. Nous l'appelons Emma, mais nous n'avons pas parlé de 2e prénom. Que dirais-tu de Rose, d'après ma grand-mère? Emma Rose. J'ai testé le nom. C'est parfait. Jason a souri dans l'obscurité. Elle va être une force de la nature. La visite de Catherine et Tom a eu lieu 2 semaines avant l'arrivée du SMS de la fête prénatale. Ils sont arrivés un jeudi, ont loué une voiture et se sont présentés à notre appartement avec des valises et des sacs de cadeaux. Catherine m'a serré dans ses bras pendant 1 minute complète, ses mains douces sur mes épaules. Regarde-toi, a-t-elle dit, reculant pour étudier mon visage. Tu es radieuse. Je suis épuisée, enflée, et je n'ai pas vu mes pieds depuis des semaines. Radieuse, a-t-elle insisté. Ils sont restés 5 jours, et ce furent les meilleurs 5 jours que j'ai eus depuis des mois. Tom a aidé Jason à finir la chambre de bébé, installant des étagères, accrochant des tableaux et assemblant la table allongée que nous avions évitée. Catherine a préparé des repas qui avaient vraiment bon goût, m'a enseigné des exercices de respiration pour l'accouchement et a partagé des histoires sur Jason bébé qui l'ont fait rougir. C'était un nourrisson tellement sérieux, a-t-elle dit pendant le dîner. Il ne souriait jamais à moins que vous ne le méritiez vraiment. Mais quand il souriait, c'était comme le soleil qui se lève. Il est toujours comme ça, ai-je dit, souriant à mon mari. Je ne le suis pas. Tu as un visage impassible au travail, mais à la maison, je sais exactement ce que tu penses. Tom a ri. C'est la malédiction de la famille Reeves. Nous sommes tous de terribles menteurs. On ne peut pas cacher nos sentiments pour sauver nos vies. La visite m'a prouvé que la famille pouvait être quelque chose de différent, quelque chose de meilleur que ce que j'avais connu. Quand ils sont partis, Catherine m'a serré à nouveau dans ses bras et a chuchoté, « Tu vas être une mère incroyable. » Ne laisse personne te faire douter de cela. 4 jours plus tard, mon téléphone a vibré avec un SMS d'Hélène. Mon cœur a fait un bond. Peut-être qu'elle avait changé d'avis. Peut-être que je lui manquais. Fête prénatale ce samedi au restaurant Rosseliès. 14 heures, nous voulons arranger les choses. Je l'ai lu 5 fois, respirant à peine. Jason était au travail. Je l'ai appelé immédiatement. Ça pourrait être un piège, a-t-il dit prudemment. Ou ça pourrait être une branche d'olivier. Peut-être qu'ils ont réalisé à quel point ils ont été horribles. Peut-être que Charlotte leur a parlé. Jason est resté silencieux pendant un long moment. Si tu veux y aller, je t'accompagnerai. Le SMS dit juste moi. Je pense que c'est leur façon de s'excuser sans faire de scène. S'il te plaît, Jason. C'est ma famille. Je dois essayer. Il m'a fait promettre de l'appeler dès que j'arrivais, et de partir si quelque chose ne me semblait pas normal. J'ai accepté. Le samedi est arrivé, lumineux et chaud. J'ai passé 1 heure à me préparer, choisissant une robe de maternité que ma mère avait toujours complimentée. Je me suis maquillé avec soin, essayant de cacher les cernes sous mes yeux dus à des semaines de stress et de mauvais sommeil. Le bébé donnait des coups de pied régulièrement, et j'ai pressé ma main sur mon ventre. Nous allons rencontrer tes grands-parents, ai-je chuchoté. Tout va bien se passer. Rosseliès était un restaurant italien chic sur Main Street, le genre d'endroit où ma famille célébrait les occasions importantes. J'y avais eu mon dîner de remise de diplôme du lycée, le dîner de répétition du mariage de Charlotte. De bons souvenirs vivaient dans ce bâtiment. Je me suis garé sur le parking à 14h15, avec un léger retard élégant, comme ma mère nous l'avait toujours appris. Le restaurant semblait calme de l'extérieur.
J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur une dernière fois, puis j'ai marché vers l'entrée. Au moment où j'ai poussé la lourde porte en bois, j'ai su que quelque chose n'allait pas. La salle à manger était un désastre. Des tables étaient poussées ensemble en forme de U, recouvertes de nappes tachées et d'assiettes vides. Des verres à vin sales étaient regroupés. Des ballons dégonflés pendaient tristement au dossier des chaises. Une bannière qui disait « Félicitations » était à moitié arrachée, une extrémité traînant sur le sol. Une serveuse empilait des assiettes, l'air épuisé. Un commis de salle pliait des décorations dans des sacs poubelles. Ma mère se tenait au centre de tout cela, les bras croisés, le visage dur. Charlotte était appuyée contre le bar, ricanant. Eric se tenait près du fond, regardant son téléphone. Marcus était absent. « Tu es venu » a dit Hélène. Sa voix ne contenait aucune chaleur. « Je ne comprends pas. » Le SMS disait 14 heures. « La fête a commencé à midi » a dit Charlotte joyeusement. C'était magnifique. Tout le monde a passé un moment merveilleux. Mon cerveau a eu du mal à traiter ces mots. Mais tu m'as dit de. Ah bon? Hélène a sorti son téléphone, a fait semblant de le vérifier. Oh, regardez ça. J'ai dû faire une faute de frappe. Quelle négligence de ma part. La fête prénatale avait eu lieu sans moi. Ma propre fête prénatale. J'ai regardé les assiettes vides, les restes de nourriture, le papier d'emballage froissé fourré dans les sacs poubelles. Ils avaient célébré ma grossesse et m'en avaient entièrement exclu. Pourquoi feriez-vous cela? Ma voix est sortie petite, brisée. Parce que tu avais besoin d'une leçon, a dit ma mère. Les actions ont des conséquences. Tu as choisi de garder ce bébé contre notre conseil. Tu as choisi d'être égoïste, alors nous avons choisi de célébrer sans toi. Un homme en costume a émergé du bureau de derrière, tenant un dossier en cuir. Le gérant du restaurant, ai-je réalisé. Madame Brennan, a-t-il dit à ma mère, nous avons réglé l'addition. Merci de votre patronage. Hélène s'est tournée vers moi, et son visage s'est transformé en quelque chose d'horrible. En fait, ma fille va s'occuper du paiement. Tout s'est arrêté. Quoi? L'addition s'élève à 6,8 cents. Paye-la maintenant. Le gérant avait l'air mal à l'aise. Le ricanement de Charlotte s'est élargi en un sourire. J'avais l'impression d'être sous l'eau, de me noyer. Je ne comprends pas. De quoi parlez-vous? L'addition de la fête prénatale, a dit Hélène lentement, comme si j'étais stupide. Ta fête prénatale, ta responsabilité. Je viens juste d'arriver. La fête a déjà eu lieu. Et à qui la faute? Si tu avais été à l'heure, tu aurais pu en profiter. Mais tu es toujours en retard, toujours irresponsable. L'addition t'appartient toujours. Charlotte s'est détachée du bar et a marché vers moi. Considère ça comme le remboursement de toutes ces années. Quelles années? Le remboursement de quoi? D'être née, a-t-elle dit simplement. D'avoir accaparé l'attention de maman. D'exister. Choisi. J'ai regardé le gérant. Monsieur, je n'ai pas assisté à cette fête. Je n'ai rien commandé. Je ne paierai pas pour cela. Le visage d'Hélène est devenu violet. Petite ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tout l'argent que nous avons dépensé pour t'élever, tu ne paieras même pas pour ta propre fête prénatale. Sa voix est montée en un hurlement. Paye-la tout de suite. Non. Je l'ai dit fermement. Clairement. Le mot est resté suspendu dans l'air entre nous. Hélène a bougé plus vite que je ne l'avais jamais vu bouger. Elle a attrapé quelque chose sur le pupitre d'accueil, un lourd panneau de menu en bois, du genre qui énumérait les plats du jour à la craie. Elle l'a balancé comme une batte de baseball. Le bord m'a frappé sur le côté gauche de la tête. L'impact m'a décalé. Mes pieds se sont emmêlés. Je suis tombé lourdement, ma hanche a heurté le sol en premier, puis mon épaule. Ma tête a rebondi sur le carrelage. Une douleur a explosé dans mon crâne. J'ai goûté le sang. Le plafond tournait au-dessus de moi. Des voix criaient, mais elles semblaient lointaines. J'ai essayé de me recroqueviller autour de mon ventre pour protéger le bébé, mais mon corps ne répondait pas correctement. Quelque chose de chaud coulait sur mon cou. Le visage de Charlotte est apparu au-dessus de moi. Lève-toi. Arrête d'être si dramatique.
Quelqu'un a appelé le 911. C'était le gérant. Elle va bien, a dit Hélène. Elle fait semblant. Elle fait toujours ça pour attirer l'attention. J'ai essayé de parler, mais ma bouche ne fonctionnait pas correctement. Le bébé? Ai-je pensé désespérément. S'il te plaît, que le bébé aille bien. Une ombre est tombée sur moi. Quelqu'un de nouveau. Qu'est-ce que vous lui avez fait? La voix de Jason a traversé le chaos comme un couteau. Il était là. Il était là, d'une manière ou d'une autre. Il est tombé à genoux à côté de moi, ses mains douces sur mon visage. Ne la bougez pas, a-t-il dit au gérant. Sa tête saigne. Où est l'ambulance? Déjà appelé, a répondu le gérant. Monsieur, vous êtes de la famille? Je suis son mari. Jason a levé les yeux vers ma mère. Son visage était terrible à voir. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Elle a refusé de payer l'addition, a dit Hélène, mais sa voix tremblait. Elle avait besoin d'apprendre. Vous avez frappé une femme enceinte avec une arme. Jason s'est levé lentement. Vous avez agressé votre propre fille. Comprenez-vous ce que vous avez fait? Charlotte s'est avancée. Elle va bien. Elle est juste. Taisez-vous. Jason n'a pas élevé la voix, mais Charlotte a tressailli. Il a sorti son téléphone. J'ai tout enregistré. Le visage d'Hélène est devenu gris. Quoi? Je l'ai suivi ici parce que j'avais un mauvais pressentiment. J'étais debout dehors, près de la fenêtre, pendant les 10 dernières minutes. J'ai enregistré toute la scène. Vous admettant que vous avez menti sur l'heure. Vous exigeant qu'elle paie pour une fête à laquelle elle n'a pas assisté. Vous la frappant avec cette planche. Jason a brandi son téléphone, montrant l'écran. Même du sol, je pouvais voir la vidéo en cours. Vous ne pouvez pas, a chuchoté Hélène. C'est illégal. Vous ne pouvez pas enregistrer quelqu'un sans permission. Le Colorado est un État où le consentement d'une seule partie est requis, a déclaré Jason calmement. Je suis une partie prenante de cette situation en tant que son mari. L'enregistrement est parfaitement légal, et il montre clairement une agression avec une arme dangereuse contre une femme enceinte. Eric est soudainement revenu à la vie. Hélène, peut-être devrions-nous. Cette vidéo sera sur toutes les plateformes de médias sociaux d'ici demain matin, a poursuivi Jason. Je m'assurerai que tout le monde à Willow Creek la voit. Vos amis à l'église, votre club de lecture, les amis golfeurs de papa. Tout le monde saura exactement quel genre de personne vous êtes. Vous n'oseriez pas, mais la voix d'Hélène tremblait. Essayez-moi. À moins que... Jason a marqué une pause. À moins que nous ne réglions cela tout de suite. Des sirènes ont hurlé au loin, se rapprochant. J'ai essayé à nouveau de bouger. J'ai réussi à déplacer ma main vers mon ventre. Toujours rond, toujours là. S'il te plaît, sois en sécurité. Petite fille, s'il te plaît. Que voulez-vous? Marcus était apparu à un moment donné. Il avait l'air plus vieux, soudain, plus petit. Jason s'est agenouillé à côté de moi à nouveau, gardant les yeux sur ma famille pendant qu'il parlait. Premièrement, vous allez dire à la police que c'était un accident, que le panneau de menu est tombé et l'a frappé. Vous n'allez pas porter plainte pour l'addition. Mais deuxièmement, vous allez payer ses frais médicaux, tous, y compris la thérapie pour le traumatisme que vous avez causé. La bouche d'Hélène s'est ouverte et fermée. Troisièmement, vous allez signer un document légal acceptant de ne plus jamais la contacter, à moins qu'elle n'en prenne l'initiative. Pas d'appel, pas de SMS, pas de visite à notre maison. Elle en a fini avec vous tous. C'est notre fille, a dit Marcus faiblement. Vous avez renoncé à ce droit lorsque vous l'avez traitée de fardeau. Lorsque vous l'avez mise à la porte parce qu'elle était enceinte. Lorsque vous avez organisé une fête sans elle et avez essayé de la forcer à payer pour cela. Lorsque votre femme l'a frappée avec une arme assez fort pour lui ouvrir le crâne. Les ambulanciers ont fait irruption par la porte. Jason s'est écarté pour les laisser travailler, mais a gardé son téléphone visible, gardant la vidéo en boucle. Tout ce qui a suivi s'est brouillé. Le trajet en ambulance, l'hôpital, le sourire soulagé du technicien en échographie quand elle a trouvé le rythme cardiaque fort du bébé. Le médecin cousant ma tête, 15 points de suture en ligne courbe au-dessus de mon oreille, le diagnostic de commotion cérébrale, l'observation obligatoire d'une nuit. Jason ne m'a jamais quitté.
La police est venue prendre ma déposition. Je leur ai raconté ce qui s'était passé, et ils ont regardé la vidéo de Jason 3 fois. Ils m'ont demandé si je voulais porter plainte. Jason m'a serré la main. Non, ai-je dit finalement. Je veux juste qu'ils nous laissent tranquilles. Les officiers ont semblé déçus mais n'ont pas insisté. Ils ont eu une longue conversation avec Hélène dans le couloir. J'ai entendu ma mère pleurer, ce qui était étrange. Je ne l'avais jamais entendue pleurer auparavant. L'officier plus âgé, une femme nommée Sergent Brox, est revenue à mon chevet avant qu'il ne parte. Elle avait des cheveux gris tirés en un chignon serré et des yeux qui avaient trop vu. Je fais ce travail depuis 23 ans, a-t-elle dit doucement, pour que seul moi puisse l'entendre. J'ai vu beaucoup de violences familiales. C'est l'un des pires cas que j'ai rencontrés parce qu'il était si calculé. Votre mère a planifié cela. Elle savait ce qu'elle faisait quand elle a envoyé ce SMS avec la mauvaise heure. Elle voulait vous humilier. Et quand cela n'a pas suffi, elle a escaladé vers la violence physique. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que je veux que vous compreniez que ne pas porter plainte est votre choix. Et je le respecte. Mais ne laissez personne, y compris votre propre esprit, vous convaincre plus tard que ce n'était pas si grave, ou que vous exagérez. Ce qui vous est arrivé aujourd'hui était une agression avec une arme dangereuse contre une femme enceinte. De mon avis professionnel, votre mère est dangereuse. Restez loin d'elle.